semaine des petits métiers sur votre télévision nationale. À tous et à toutes, bonsoir et merci de regarder ce plateau spécial Petits Métiers qui marque une intense campagne menée sur les antennes de la RTG pour valoriser ceux et celles qui, dans l'ombre et parfois au prix de nombreux sacrifices, améliorent notre quotidien. Gros plan ce soir sur les artisans, les défis pour accroître leur production et augmenter leurs revenus. Avec moi pour en parler, Elhadj Boubacar Fofana, président de la Fédération nationale des artisans de Guinée, le général de brigade Amadou Doumbouya, directeur général de l'ASCAD, aussi M. Kaba Diakité, directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat. Monsieur, merci d'avoir répondu à l'invitation. Avant donc d'ouvrir le débat, je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre cet élément de reportage réalisé par Falilou Diallo. Il est allé à la rencontre de tisserands dans la banlieue de Conakry. Autrefois réservé aux grands-mères, le tissage du coton résiste encore au temps et attire autre âge. À Sanouya, une coopérative fait son petit bonhomme de chemin dans cette activité, avec une vingtaine de travailleurs. Maria Mamadou Bari fait partie de cette petite équipe grâce aux bienfaits de cette activité. Elle a abandonné le petit commerce. Depuis 2013, je suis là en train d'apprendre à travailler. Avant d'arriver d'abord, j'étais au marché en train de revendre les galettes. Mais il paraît que rester au marché pour revendre comme ça des trucs, c'était pas bon pour moi. Il y a des gens qui te regardent sur la route et t'interrogent de faire de ce qui ne fait pas bon. Maintenant, j'ai appelé mon frère, Mohamed Saïdou. S'il y a des places, je voulais travailler ici avec eux. Il a dit qu'il y a des places suffisamment, qu'il a besoin beaucoup de personnes encore pour travailler. Tout comme Mariam, Mamadou Boy travaille derrière cette machine depuis plus de 3 ans. Marié et père de 3 enfants, il arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Et il fabrique des tissus. Moi, je fais des chemises, des robes. Des fois, on fait des couchins, des sacs, même des sacs pour les femmes là. Tout ça, on fait ça dans les habits là, dans les tissus que vous voyez comme ça. Bon, quand même, moi, je tiens celui qui a le moyen de faire comme ça là, ou bien aider le frère, il n'a qu'à faire. Parce que c'est des gens qui encouragent la jeunesse de ne pas sortir, aller ailleurs. Cet atelier de tissage amélioré du coton est une initiative de Maman Saïdou Diallo. Il a eu la passion du textile à travers sa maman qui était teinturière. Une passion matérialisée à Mali dans les années 87 à travers une ONG finlandaise. Ensemble, protégeons le savoir-faire traditionnel. Ça, c'est un. Deuxièmement, consommons ce que nous produisons. Parce que pour développer le pays, ce n'est pas avec les produits des autres. Il faut qu'on arrive à produire ici. Quand on importe beaucoup, ce n'est pas bon pour les jeunes Guinéens. On va beau parler emploi des jeunes. Si on n'assiste pas les gens qui créent de travail dans le pays, parce que je peux vous donner un exemple. Une seule personne peut commander 5 conteneurs, par exemple en Chine, amener pour ici et vendre. Mais une seule personne ne peut pas fabriquer 100 conteneurs de tissu. Combien de personnes vont travailler pour que tu aies un conteneur de tissu par mois? C'est des centaines de jeunes. Donc moi, ce que j'ai à dire, que c'est un produit guinéen. Ensemble, on peut rendre la Guinée un pays exportateur de tissus 100% coton fait à la main. Parce que je sais de quoi je parle. Les institutions, les ambassades, les expatriés, tu peux le vendre à n'importe quel prix, ils ne te discutent pas. Parce que quand ils vérifient, ils trouvent que ça ne déteint pas assez 100% coton, c'est tissé à la main, c'est fini. Donc tu peux vendre comme tu veux. Du bobinage aux produits finis exposés dans les boutiques, ces fils passent par un laboratoire avant d'être tissus et cousus. Un processus que compte moderniser Saïdou et son équipe pour gagner le pari de la Guinée, un pays exportateur de tissus. Voilà donc retour sur ce plateau avec nos invités, M. Kaba Diakité. Les images de tisserands à Conakry sont de plus en plus rares. Comment expliquer ce phénomène? Est-ce une mutation ou une disparition tout simplement?
Non, et merci de m'avoir donné la parole. Monsieur Seydou Sow, nous le connaissons très bien, il est enregistré au niveau de la Fédération nationale de l'artisanat et il est très souvent avec nous et nous œuvrons pour la promotion des produits qu'il fabrique. Parce qu'à chaque occasion que nous avions pour aller à l'extérieur, pour les foires et autres, nous n'hésitons pas d'aller avec M. Seydou. Et le métier qu'il pratique est un métier qui, c'est vrai, c'est en train de disparaître peu à peu, mais ils ont reçu une formation. Il y a l'ONUDU qui a eu à travailler avec la Guinée sur ce concept parce que ici on a l'habitude de faire des petites bandes. Aujourd'hui, avec eux, nous arrivons à faire des bandes un peu plus larges. Et donc, c'est un projet qui existait mais qui a pris fin et il y a assez de personnes comme lui aussi qui savent le faire, même les métiers qui sont fabriqués sont faits par nos artisans menuisiers. Donc c'est la Guinée aussi qui a exporté vers le Burkina cette pratique de faire des bandes plus larges sous le contrôle du président de la fédération. Et Elhadj, on a entendu M. Seydou dire qu'ensemble protégeons le savoir-faire traditionnel. Est-ce qu'à votre avis ce savoir-faire traditionnel il est aujourd'hui essentiellement menacé? Oui, merci bien. On ne peut pas dire que c'est menacé trop, mais c'est menacé effectivement parce qu'il faut mobiliser toutes les conditions pour que le savoir-faire guinéen puisse exister. Et cet élément il est si important. Et nous remercions d'abord, en tout cas, cette rencontre avec vous parce que ça met le doigt sur le plaie et qu'on peut parler réellement. Ce savoir-faire, la première des choses, c'est la formation. Il faut comprendre qu'au niveau de l'artisanat guinéen, nous devrons réellement rehausser la certification, les diplômes, la reconnaissance officielle. Ça pouvait aider beaucoup. De gros défis de formation au niveau de l'ASCAD. En suivant cet élément de reportage de Falilou, qu'est-ce qui vous a fondamentalement marqué sur aujourd'hui l'avenir des tisserands en Guinée? Encore une fois, merci de m'avoir donné l'opportunité sur ce plateau de m'adresser à vos milliers ou à vos millions de téléspectateurs par rapport à un dossier si important que le tissage en République de Guinée. C'est vrai que c'est des structures qui commencent ou qui ont tendance à disparaître aujourd'hui, faute de moyens mis à disposition de ces artisans pour qu'ils puissent continuer à perpétuer ce que nous avons au moins comme culture, comme art, comme savoir-faire dans ce pays. C'est une identité au fait de la Guinée aujourd'hui, une partie qui est en train de vouloir disparaître faute de moyens. Donc moi, sur ce reportage, ça me dit que quelque part, les autorités que nous sommes, nous devons essayer de penser à ça et puis essayer de rehausser le niveau, faire en sorte que plusieurs jeunes encore s'intéressent à ce métier pour qu'ils puissent vraiment mieux vulgariser, mieux donner envie à des jeunes qui veulent apprendre. Parce que ce n'est pas ce qui manque, simplement il faut à la clé qu'il y ait quand même des revenus conséquents qui permettent à ces jeunes de vraiment s'intéresser à ces métiers. Et donc là, en fait, qui parle de revenus, parle de valorisation, et naturellement, et là-dessus, j'aimerais savoir aujourd'hui, au niveau de l'Office national de promotion de l'artisanat que vous dirigez, M. Kaba, qu'est-ce qui est fait pour valoriser les tisserands, le produit guinéen? On a entendu M. Seydou appeler justement à ce qu'on consomme ce que nous produisons. Bien sûr, à l'origine, l'artisanat était au compte du ministère de l'Industrie. Et comme je l'ai dit à l'entame, ce projet, habituellement en Guinée, c'est les petites bandes qu'on avait l'habitude de faire. Mais la production au niveau des tisserands a évolué. Nous sommes arrivés à des bandes plus larges. Aujourd'hui, c'est ce qui se pratique un peu partout en Afrique. Au Burkina, par exemple, ils vivent énormément de ça. C'est même identitaire à eux, c'est rentré dans leur mode vestimentaire. On appelle le faso d'Anfani. C'est ce qu'ils portent. Mais
avec les différents changements de gouvernement, l'artisanat s'est retrouvé au niveau du ministère de l'Hôtellerie, Tourisme et Artisanat. Mais sinon, il y a eu du travail qui a été fait des petites bandes. Nous sommes maintenant à des bandes plus larges. Maintenant, comment faire pour les développer? Ce projet, il existait, mais le projet a pris fin et il n'y a pas eu de continuité. Nous sommes en train de nous battre auprès de l'ONUDI parce que le centre existe à Sanoya. Il y a un centre qui existe à Sanoya où il y a des métiers qui sont là-dedans, stockés, et nous sommes en train de nous battre auprès de la Direction nationale de l'industrie pour pouvoir récupérer ce métier et passer à une formation plus large des jeunes Guinéens qui veulent s'intéresser à ce corps de métier. Parce que pour vendre ces tissus, ce coton, pas forcément dans l'habillement, mais même dans l'habillement de nos fauteuils, de nos salons. Vous avez vu, c'est très rustique. Oui, c'est esthétique en fait. Oui, c'est esthétique et c'est ce qui. Mais d'ici là, en fait, avant que ce projet ne soit matérialisé, mais qu'est-ce qui est fait concrètement sur le terrain pour aider ceux qui déjà travaillent dans ce corps de métier? Nous sommes avec la francophonie pour certifier les diplômes, amener les artisans à être certifiés, les délivrer des diplômes reconnus parce qu'aujourd'hui, le Made in Guinée, c'est pas connu. Okay. Donc il faut amener à les perfectionner, à ce qu'il y ait une labellisation des produits guinéens. Okay. Et nous, au niveau des foires, tous les espaces que nous organisons, des espaces d'échange et autres, nous les amenons à exposer leurs produits. Et donc là, en fait, on aura des diplômes certifiés, certes, mais il y a aussi un problème qui a été évoqué par tout à l'heure M. Mamadou, le tisserand que nous a montré Falilou. C'est la question de financement et le travail avec les banques. Aujourd'hui, à ce niveau, quelle est justement votre observation? Est-ce que les banques vous accompagnent réellement? Vous savez, nous sommes dans une globalisation, une régionalisation dont l'IMOA est en avance. Les initiatives sont parties beaucoup de la Guinée. Aujourd'hui, je le dis et je le confirme, le code de l'artisanat guinéen a été primé en Côte d'Ivoire comme le meilleur code de l'Afrique. Mais après, l'accompagnement, la mise en œuvre, et ce que même le directeur a dit, la section filature de Sanoya ne devrait pas passer dans la main des industriels. Ça devrait être adressé pour pouvoir tisser plusieurs fils qu'on importe. Aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire, effectivement, il est en train de faire le tissage, on regarde, mais il se trouve qu'il y a un mélange. Il faut le reconnaître que pour avoir et le coton qui existe en Guinée et la valeur ajoutée sur ce coton et tout ce métier-là, pour que le revenu de la population soit amélioré, il faut qu'un accompagnement normal soit fait. Et aujourd'hui, la destination en tout cas des institutions de microfinance, je vous avoue, ça reste à revoir parce que les taux ne sont pas un taux d'investissement. Okay. Ça ne peut pas nous aider à avancer. Donc justement, vous dites qu'il manque ce crédit adapté au métier. En général, vous qui formez justement au niveau de l'ASCAD, je pense que là vous aurez l'occasion justement de parler de ce que fait l'ASCAD en termes de formation pour les jeunes. Est-ce que justement ce problème de crédit adapté au métier, les jeunes que vous formez dans l'ensemble, le rencontrent une fois sortis de vos centres parfois, lorsqu'ils veulent mettre en œuvre leur projet? Bon, vous savez, à ce niveau, l'ASCAD a une spécificité. L'ASCAD forme des jeunes dans des métiers, c'est vrai, mais derrière, l'ASCAD vit en partenariat avec des entreprises étatiques ou non étatiques. En général, non étatiques, parce que nous vivons, nous échangeons, nous sommes en partenariat avec des entreprises privées qui viennent, en général, les 80%, qui, à la sortie du système, c'est-à-dire quand les jeunes ont eu leur formation civique, leur formation professionnelle à la sortie, nous amenons les jeunes vers ces entreprises qui sont partenaires à nous. Donc c'est ces entreprises qui, au chantier d'application, c'est-à-dire les jeunes viennent pour montrer ce qu'ils ont appris pendant soit 10 mois, 8 mois, comme ça, ils viennent devant les entreprises, ils sont en application. Okay. Donc nous, c'est comme ça que nous vendons nos produits parce qu'à la clé, les 80% ou les 90% des jeunes, au retour,
le chef d'entreprise qu'il a reçu pour le stage nous ramène pour dire je prends le jeune, je le garde dans ma structure. Ils sont employés dans ma structure. Donc voilà là un bel exemple. Monsieur Kaba, est-ce que vous ne pensez pas que la stratégie de partenariat peut aider les artisans à écouler beaucoup plus facilement leurs produits, puisqu'en réalité c'est ça le problème quelque part, l'écoulement des produits des artisans aussi? Oui, mais bien sûr, l'écoulement des produits, je vais vous parler de l'initiative présidentielle que le président, en début d'année, le président il a annoncé clairement et il a fait comprendre aux artisans et pour un premier temps, nous allons nous battre pour que vous puissiez fournir l'administration publique en meubles. Il y a une foire qui doit être organisée en ce sens. Nous travaillons ardemment sur ça. Et pour un premier jet, il a commandé 2000 tables bancs directs aux artisans. Donc ça, c'est des types de partenariats que l'État est en train de... Il n'y a pas que le président. Non, mais bien sûr, tout part de lui. Il donne l'initiative, maintenant c'est aux autres de suivre. Lui, déjà, il le fait. Il a pris 2000 tables bancs directement avec des artisans et ça s'est fait dans la plus belle manière. Et les produits ont été livrés. Donc, les autres structures peuvent suivre. Et à côté de cela, nous travaillons aussi avec... Est-ce que c'est intéressant d'attendre que les autres viennent vers vous? Non, mais n'est-ce pas mieux de partir vers eux? Bien sûr, nous partons vers eux parce que nous les faisons participer à des espaces d'échange. Toutes les foires qui se tiennent un peu en Guinée comme à l'extérieur, les artisans y participent. Nous payons leur participation et ainsi de suite, nous les amenons pour qu'ils puissent échanger les expériences et voir comment améliorer davantage leurs produits. Donc il y a beaucoup de choses qui se font, mais je veux souligner juste une petite différence entre l'ouvrier et l'artisan. L'ASCAD, nous travaillons avec eux et ils nous aident à former nos artisans. Mais un artisan formé qui est déjà employé, qui est salarié en fin du mois est un ouvrier, il n'est pas forcément artisan. L'artisan, c'est celui qui a la connaissance, il s'installe à son propre compte et il cherche à développer son business. C'est lui l'artisan. Il faut l'accompagner. Bien sûr. Nous sommes là pour en parler justement, voir comment l'accompagner. Bien sûr. Eladji, s'il vous plaît, j'ai aussi une question importante à vous poser. En fait, monsieur tout à l'heure a rappelé l'initiative présidentielle. On se souvient que le président avait demandé notamment aux acteurs de l'administration publique de commander à votre niveau, au niveau des artisans notamment, tous les meubles pratiquement qui allaient être fournis dans l'administration publique. Est-ce le cas aujourd'hui, Eladji? Oui, je peux dire que ça continue le bon chemin. Aujourd'hui, le départ de ce programme pour élargir, c'est au niveau des infrastructures de fêtes tournantes, de cinquantenaires, à commencer du Cancan, du Zérekoré, du Bokeh et du Mamou, qui fait aujourd'hui plus de 500 infrastructures, laquelle doit être dotée à des meubles administratifs et scolaires, santé, jeunesse, etc. Aujourd'hui, effectivement, à travers le grand projet et autres, j'ai eu l'avantage de voir ces documents et toutes les demandes qui sont incluses dedans. Aujourd'hui, nous sommes en train de recenser des artisans au niveau de chaque région nationalement pris. Parce que ça, c'est une demande d'ailleurs avec la francophonie pour la programmation de la formation. Parce que l'effectif ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire ASCAG, CFP, tout ça, ils le prennent dans un lot qui s'appelle carrément les apprentis. Et ces apprentis, aujourd'hui, sont au nombre de 180 à 200 000 jeunes pour la République de Guinée. Donc c'est pourquoi notre travail a été engagé par le ministère du Tourisme, le ministère de la Formation professionnelle et la Fédération nationale dans un partenariat clair pour pouvoir apprendre au moins 30 000 jeunes dans chaque 3 ans. Et ce programme est soutenu. Donc en plus, ce que ASCAC fait, l'ONFP fait, le CFP fait, vous voyez ce que dans l'avenir proche, nous allons avoir d'autres professionnels, effectivement, qui sont en 2 types. Il y a un type dual, mais il y a un autre type amélioré. Ok, d'accord. Voilà. Donc de belles perspectives avec cette synergie d'action qui s'annonce, si nous comprenons bien. À présent, venons-en à la deuxième étape de cette émission. Et avant, suivons cet élément de reportage de Mounir Bari, qui est allé à la rencontre justement des mécaniciens qui évoluent en haute banlieue de Conakry et qui ont pu justement maîtriser une technologie, notamment concernant les laboratoires de diesel. Mounir Bari.
Ablaye Sako est un entrepreneur guinéen rompu à la mécanique. Fort d'une expérience de plus de 20 ans, il dispose à ce jour des laboratoires diesel, source de main-d'œuvre pour une cinquantaine de jeunes. Avec ses apprentis, Sako répare au quotidien plusieurs types d'engins roulants. Chaque cas est traité avec finesse. Les pièces de rechange livrées à partir des magasins, des stocks de l'ingénieur. Sa vision, lutter contre la pauvreté, l'immigration clandestine et surtout booster les compétences des jeunes pour favoriser leur employabilité. Si l'ouvrage n'arrive pas à être développé dans un pays, vous allez parler de développement, mais elle ne sera pas facile. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce métier pour pouvoir servir notre pays. Ibrahim Sori Diallo est quant à lui chauffeur de camion. Ce matin, il doit faire face à un problème épineux. Faire réparer sa pompe à injection en panne. Assurer du soutien de Sako, son mécanicien préféré, Ibrahim Sori Diallo, a le cœur tranquille. Je suis là pour réparer ma pompe d'alimentation en panne. Maître Sako est un technicien chevronné et compétent. C'est pourquoi nous venons toujours chez lui, puisqu'il est capable de nous aider. Pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes, cet ouvrier de renom a mis en place l'ONG Aota Guinée, Association des ouvriers techniciens automobiles de Guinée. Présentement, nombreux sont les jeunes mécaniciens qui suivent leur stage dans ce centre. Dans sa quête de perfection, l'ONG vient de présenter un projet bancable aux autorités de tutelle. Mon ambition, c'est ça. Juste, je suis venu ici parce que j'ai passé le brevet 2 fois. Je n'ai pas eu. Je suis venu maintenant pour faire une formation, connaître ce métier parce qu'on m'a beaucoup parlé de ce métier, que c'est si important. C'est pourquoi je suis venu pour m'intéresser. Connaître aussi et dire à mes amis de s'intéresser aussi. Aboubakar Yereya Kamara est de la 42e promotion froid industriel de l'Université de Conakry. Diplômé depuis 2007, ce jeune a d'abord été coiffeur, puis enseignant, avant d'embrasser la carrière de mécanicien. Grâce à sa persévérance, il est aujourd'hui l'assistant incontesté de Maître Sako. Au moment où je me suis avec le PDG, j'étais en ce moment coiffeur. Je l'ai expliqué. Depuis 2006, j'avais fini l'université. J'ai commencé à enseigner. Et moi, j'ai fait 5 ans. À travers les 5 ans que j'ai fournis ici, j'ai vu un résultat positif. Ça vaut plus que de rester dans le quartier ou bien dans les bars cafés ou bien rester dans les kiosques de Paris. Aujourd'hui, vraiment, j'ai tiré beaucoup de profit. Comme Sakouya Bokar, nombreux sont les jeunes entrepreneurs du pays qui évoluent dans l'ombre de leur intelligence. Un coup de main au sommet suffit pour booster leurs compétences et promouvoir le label Guinée. Un coup de main au sommet suffit pour booster leurs compétences et promouvoir le label Guinée, nous dit Mounir Bari. Général, j'aimerais commencer par vous. Dans cet élément de reportage de Mounir Bari, il nous fait comprendre la corrélation qu'il y a entre l'apprentissage des métiers et la lutte contre l'immigration clandestine. On voit ce qui se passe aujourd'hui en Libye, malheureusement. Est-ce qu'à votre avis, vous croyez que justement cette formation peut aider le pays justement à garder ses bras valides? Ma réponse serait oui. Dans la mesure où, d'abord, nous vivons une situation qui est déplorable sur toute la ligne, il faut le reconnaître. La formation est centrale. La formation est nécessaire pour tout jeune aujourd'hui parce que les gens, tout de suite, j'ai posé la question à savoir, c'est quoi le petit métier? Moi, je me dis quelque part, il n'y en a pas. Aucun pays au monde, aucune nation du monde ne s'est développé à travers des ingénieurs, c'est des artisans, c'est des ouvriers qualifiés. Et naturellement, c'est eux qui sont le levier. C'est sur ceci-là qu'on doit s'appuyer pour se développer. Donc, je crois que quand ils sont mieux formés, ils sont mieux encadrés, et ça les permet de se prendre en charge et d'être sûrs que l'avenir leur apporte vraiment le bonheur. Ils apportent le bonheur à la maison, en famille, et
ils permettent encore à faire en touche au développement national. C'est ça le problème. La touche qu'ils apportent pour développer la nation, c'est à travers la formation qu'ils ont reçue dans ces différents centres. Et ça permet vraiment à un pays de se développer. Monsieur Kaba, donc venons-en à vous. On voit dans cet élément de reportage des jeunes qui ont échoué en fait, à l'école. Oui. On comprend aussi que derrière, il y a aussi des jeunes diplômés. Vous bien en connaissez certains qui ont décidé d'embrasser une carrière professionnelle, notamment dans la mécanique. Bien sûr, il y en a assez. Donc avec lui, nous allons nous rapprocher de lui, voir comment nous pouvons mettre des modules de formation en place pour qualifier nos mécaniciens qui sont dans les quartiers. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, les mécaniciens guinéens, bon nombre de mécaniciens guinéens sont à l'ère du carburateur. Aujourd'hui, tout est électronique et lui, c'est un dieseliste. Donc, si nous pouvons trouver des mécaniciens dieselistes aussi compétents comme lui et des gens qui connaissent aussi l'électronique aussi fort, et parce que tous nos véhicules qui s'importent aujourd'hui sont des véhicules électroniques. Raison pour laquelle nous les retrouvons dès qu'un véhicule vient, tu amènes chez un garagiste, rapidement le véhicule se retrouve sur cale parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont besoin de formation, de se mettre au diapason de la nouvelle technologie. Un des objectifs de ce plateau, faire en sorte que ce genre de partenariat puisse naître pour l'épanouissement des artisans. Nous, très prochainement, nous allons nous rapprocher de M. Sako, voir comment nous pouvons tisser un partenariat pour donner de la formation plus qualifiante à nos artisans. Eladj, les enjeux de l'apprentissage des métiers, c'est quoi pour vous dans le développement d'une nation? Je pouvais dire que, à mon avis personnel, le fait que j'ai été comme eux, abandonner les écoles pour aller dans les métiers, et je pense... Vous le regrettez aujourd'hui? Pas le réussir comme je voulais, mais je ne regrette rien. Parce que mon parcours a fait 42 ans et je suis autonome de tout ce que j'ai fait. Je voulais vous dire simplement que la formation a des coûts. Tout État qui ne s'engage pas à la formation, son, en tout cas, revenu va ailleurs. Aujourd'hui, nous avons très bien dans nos mines et partout, la Guinée est en train de créer des emplois. Mais les jeunes qui pouvaient réellement être retenus sont beaucoup devenant de d'autres pays limitrophes et ailleurs. Pour réussir, il faut que l'État accepte de mettre effectivement, de mettre les moyens à la disposition, parce que au lieu qu'on continue à mettre les moyens, parce que qui dit formation dit matière première, qui dit pour toucher doigt. C'est pourquoi il y a beaucoup de théories, il n'y a pas beaucoup de pratiques. Et donc en fait l'État doit revoir, et je pense que c'est dans cette dynamique que l'ASCAD a été créée, l'agence du service civique d'action pour le développement que vous dirigez, Général. Dans cette agence, dans quel corps de métier forme-t-on? Nous avons pour mission de recruter les jeunes non scolarisés, les jeunes déscolarisés et les jeunes diplômés sans emploi. C'est la formation citoyenne que nous donnons à ces jeunes d'abord pendant 6 mois, 5 à 6 mois, ça dépend de leur niveau de formation. Et la formation professionnelle pour 10 mois, aujourd'hui modulable selon aussi les niveaux des jeunes que nous recevons là-bas. Et le chantier d'application qui était à 9 mois au départ, parce que le service civique, c'était pour une période pour les jeunes volontaires qui arrivent. C'est des jeunes volontaires, ce n'est pas des jeunes... Ils viennent d'abord en tant que volontaires. Et qu'apprennent-ils chez vous? Ils apprennent plusieurs métiers. Au départ, ils apprenaient la plomberie, l'électricité, et les agents magasiniers étaient formés ici, les agents de protection et de sécurité surtout étaient formés là. Et puis, aujourd'hui, nous formons des jeunes à l'hôtellerie. Avec 3 ou 4 filières comme ça en hôtellerie, ils sont formés chez nous. Avec l'évolution, aujourd'hui, nous sommes en partenariat, comme je vous le disais tantôt, avec le PNUD aujourd'hui et la Banque mondiale pour le BTP qui va commencer l'année prochaine. Donc l'initiative est du président de la République. On a fait comme le service militaire adapté en France. C'est une agence civilo-militaire, parce que vous allez voir à la tête, il y a un général, mais mon adjoint, c'est un civil. Et tout autour de... Et depuis sa création, en fait, combien de jeunes ont été créés? Aujourd'hui, nous sommes au chiffre de 754 jeunes qui sont sortis du système SCAD pour
un taux d'insertion de 75%. 75%. Déjà, oui. Un taux d'insertion. Les jeunes qui sortent du système SCAD, obligatoirement, dès qu'ils sortent, il faut qu'on leur trouve du travail. Okay. Donc, ce n'est pas des jeunes chômeurs qui sortent du système. Okay. Monsieur Kaba, quelles sont chez vous les perspectives aujourd'hui pour aider les artisans, les ouvriers et ceux qui évoluent dans le domaine des métiers, en gros? C'est leur trouver un endroit où nous pouvons les mettre. D'abord, figurez-vous que partout, si une route doit s'agrandir ou une cité doit se construire, c'est les artisans qui sont déguerpis. Donc la plus grande mission et casse-tête que nous avons aujourd'hui, c'est de trouver un endroit où nous pouvons identifier nos artisans, c'est-à-dire un village artisanal à Conakry ou un centre pilote artisanal. Il faut trouver ça, installer les artisans et dès qu'ils seront dans ces lieux, nous pourrons mieux les former, nous pourrons mieux les aider et nous pourrons mieux indiquer à quiconque vient, qui veut se trouver un présent guinéen, voilà, c'est l'endroit idéal, privilégié où vous pouvez y aller. À cause de tout ce qui est insécurité, il est important que nous trouvions un endroit pour nos artisans, pour les mettre en bonne et due forme. Je tiens d'ailleurs à signaler que c'est aussi une des missions de M. Sako que nous avons reçu sur ce plateau. Il émettait le souhait qu'on crée un espace où regrouper tous les mécaniciens, tous les ouvriers. Justement. Et donc les artisans aussi demandent la même chose, justement. Ils sont artisans, les mécaniciens c'est des artisans, c'est pas, ils sont tous artisans. C'est les artisans qui demandent ça à tous les niveaux. Donc d'accord, donc un espace globalement qui va regrouper tous les artisans. Naturellement, ok. Et là, vous qui avez évolué dans ce domaine depuis de longues années, est-ce qu'aujourd'hui les perspectives sont bonnes chez vous? Est-ce qu'on regarde l'avenir avec optimisme, avec confiance quant au développement de l'artisanat des métiers en Guinée? Je peux dire oui, avec tout ce que se passe entre l'exécutif, le président de la République et nous directement. Je peux dire qu'il faut quand même avoir une formation ou en tout cas des administrateurs pour connaître comment exactement nous accompagner. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, quand on regarde dans les perspectives, il faut avoir des centres de métiers, je peux dire, dans tous les CRD de la République de Guinée, si on veut arriver, si on veut réellement que le Guinéen ne soit pas à 70%, en tout cas, être à la charge des autres en consommation, en utilisation, en service et autres. Sinon, tout ce que nous gagnons, on le gagne pour les autres. Et comment réussir le défi de l'écoulement des produits? Parce qu'on a cru comprendre que c'est quand même des défis majeurs. On peut former, mais s'il y a pas l'écoulement... Aujourd'hui, le directeur vient de vous le dire. Dans le cadre des infrastructures, premièrement, il n'y a pas d'espace de l'écoulement des produits. Je vous avoue, sans dire le nom de cet ambassadeur, qui est vraiment un grand pays qui est en Guinée aujourd'hui, qui m'a approché un jour, il dit, mais Fofana, tu penses que les produits artisanaux, pour avoir un souvenir, il faut rentrer dans le marché de Madina où on peut déchirer ta poche? Est-ce que vous n'avez pas d'un espace où vous pouvez exposer ces produits? Là, on peut aller chercher. Donc, ce que le directeur vient de dire, je le confirme, c'est la Guinée seule parmi les pays francophones de l'espace CEDEAO qui n'a pas son centre artisanal, son village artisanal national et régional. Donc, nous demandons seulement à la construction, en tout cas des fêtes tournantes, il y a eu 4 centres artisanaux que le président de la République a accepté dans le programme de les construire. Vous savez, nous sommes la structure qui doit gérer ces centres, mais le maître d'ouvrage de ces centres, c'est l'administration du territoire. Nous les avons écrits pour pouvoir organiser la remise officielle de ces centres, mais ça tarde. À maintes reprises, j'ai fait des notes techniques, j'ai écrit aux autorités compétentes et nous attendons. Et cette fois-ci, j'ose espérer que nous allons inaugurer celle de, celui de Cancan. Parce qu'à l'occasion de la fête d'indépendance qui se tiendra à Cancan, nous avons mis tout en branle pour pouvoir au moins procéder à l'inauguration du centre artisanal de Cancan. Donc nous osons l'espérer que ce centre au moins sera inauguré à l'occasion de cette fête. Mais il est impératif que tous ces autres centres soient mis à la disposition de l'Office national de promotion de l'artisanat pour qu'on puisse
penser et procéder à leur aménagement pour installer, ce ne serait-ce que les artisans qui sont dans les régions. L'artisanat, c'est la base de nos développements. Tous bâtis sur ça. Donc tous les immeubles que vous voyez, tout ce beau bâtiment que nous abritons, c'est les artisans qui sont au four et au charbon pour les construire. Donc il n'y a pas de sous-métier. Moi je demande à tout un chacun, tout ce que tu entreprends, adonne-toi et le meilleur au bout du chemin. Et donc c'est sur cette analyse de M. Kaba que cette émission va prendre fin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce plateau spécial Petit Métier. Nous avons eu du plaisir à partager avec vous la créativité et l'ingéniosité guinéenne. Il n'y a pas de sous-métier, ne l'oublions pas et accordons plus d'estime à ceux et celles qui évoluent dans les petits métiers. Nous avons reçu sur ce plateau Eladj Boubacar Fofana, président de la Fédération nationale des artisans de Guinée, général de brigade Amadou Doumbouya, directeur général de l'ASCAD, l'agence du service civique d'action pour le développement. Monsieur Kaba Diakité, il est le directeur général de l'Office national de promotion de l'artisanat. Monsieur, merci d'avoir partagé avec moi ce plateau et à très bientôt pour une semaine thématique.